Le Grand Témoin, émission produite et animée par Taoufir Manjli, réalisée par Jawid Azekad sur Alger Chaîne 3. Bonsoir chers amis auditeurs, ravi de vous retrouver ce soir en compagnie de mon grand témoin qu'est Jawed Rostom Touati. Jawed Rostom Touati est économiste de formation, mais il est également auteur de 2 ouvrages, de 2 opus faisant partie d'une trilogie qu'il a intitulé Le culte du Ça. 2 opus que vous pouvez trouver facilement en librairie. Le premier s'intitulant Un empereur nommé Désir, ayant remporté le prix à Ali Maachi, me semble-t-il. Bonsoir, Jawed. Bonsoir, Taoufir. Vous allez bien ? Merci d'être là. Merci à vous de m'avoir invité, c'est un plaisir. Alors, qu'en est-il de ce premier tome de la trilogie Un empereur nommé Désir? Il a été primé, n'est-ce pas ? Oui, il a remporté le second prix Ali Maachi en 2016. En 2016. Voilà, et donc ensuite il a été publié dans la foulée par les éditions ANEP. Les éditions ANEP. Quant au deuxième, La civilisation de l'ersatz, il est paru chez nos amis d'Apic, donc en 2018, 19. Non, pas du tout, c'est tout récent, tout récent, mignon, tout frais, tout beau. Alors, en attendant, le 3e tome donc de cette trilogie qui serait intitulé La misère de la littérature. Misère de la littérature, tout court, oui. Tout court, voilà, pour être plus incisif et plus impactant. Et pour que le clin d'œil soit plus flagrant, à misère de la philosophie. Ah, voilà, exactement. Alors, on s'attardera sur l'origine de ces titres, peut-être un peu sibyllins aux oreilles des auditeurs. On en parlera. J'ai omis de signaler que vous étiez également professeur de français. Jawed Rostom Touati, donc licencié en économie internationale, titulaire donc d'un master en management, et aujourd'hui plongé, poings et pieds liés, dans la littérature. Comment expliquer ce retournement, justement? S'agit-il d'un retournement, d'une conversion au sens étymologique du terme? Ah non, pas du tout. C'est le détour par le tertiaire qui est plutôt une parenthèse en fait. Disons que une fois que j'ai eu mon bac, je me suis posé la question quelle orientation. Hélas, j'ai eu l'idée pas très brillante de choisir la sécurité d'une branche qui m'aurait soi-disant assuré de meilleurs débouchés. Bon, les dites débouchés s'étant avérés par la suite d'un ennui mortel, je me suis bien rendu compte que je n'étais pas du tout fait pour ça et qu'en plus ce n'était pas ce n'était pas l'idéal pour mener en parallèle une carrière littéraire. Donc j'ai très vite abandonné le tertiaire et puis je me suis consacré d'abord à l'instruction sportive. J'ai eu l'opportunité, puisque je m'entraîne aussi au jiu-jitsu brésilien, et donc mon instructeur m'a donné l'opportunité un peu de gérer des cours de débutants. Et puis finalement, j'ai fini par devenir enseignant de français, et en parallèle, ce qui m'a permis en parallèle de produire les 2 romans que vous avez cités. C'est-à-dire que, d'après vous et selon votre propre expérience, qu'il ne fait pas bon aujourd'hui d'être un jeune économiste en Algérie? Pas du tout, ce n'est absolument pas ce que j'ai voulu dire. C'est une histoire de vocation. C'est exactement ça. C'est juste que déjà économiste c'est un bien grand mot, parce que ce n'est pas spécifique à l'Algérie, mais étant donné comment sont structurés les programmes aujourd'hui au niveau international, vous absorbez énormément d'idéologie, très peu d'économie proprement dite, d'une part, et d'autre part, si vous ne faites pas un énorme travail de lecture à côté, vous vous retrouvez en fait avec des compétences de base qui vous destinent justement à un marché de l'emploi qui requiert beaucoup de compétences de base et beaucoup de polyvalence, mais très peu d'experts proprement dit, qui auraient justement ensuite l'heure de prétendre à de hauts salaires et à des carrières passionnantes. Je vous pose la question, Jawed Rostom Touati, parce qu'on verra au fil de l'entretien que votre création littéraire et votre contribution singulière à la littérature, au paysage littéraire algérien, n'est pas sans lien
avec le regard entre guillemets de l'économiste que vous fûtes. Absolument. N'est-ce pas? Absolument. Donc voilà, les deux se recoupent et on le verra donc au fil de l'entretien. Commençons par le premier opus de cette trilogie. Avant d'attaquer le premier opus, peut-être s'intéresser de l'intitulé même de cette trilogie, le culte du ça. On est en plein discours psychanalytique, Jawed Rostom Touati. Absolument, oui. Déjà, on est en plein clin d'œil aussi à Barrès, qui avait... Maurice Barrès. Tout à fait, qui avait écrit Le culte du moi, qui m'avait enchanté. Je l'avais découvert par hasard, parce que Monterland faisait de l'apologie. Comme moi, je suis un grand lecteur de Monterland, donc je me suis intéressé à ce qu'il aime. Et j'ai beaucoup aimé cette trilogie. Et donc, qu'est-ce qui vous a intéressé chez Maurice Barrès? déjà le style, cette concept. J'étais justement moi en plein spleen, en pleine désillusion, et vis-à-vis des études que j'avais faites, et vis-à-vis des débouchés qu'elles m'offraient. Et donc, je trouve ce culte du moi, cette apologie de l'individualité face à, bon, déjà le premier opus s'appelait Sous l'œil des barbares, et donc face à ce monde de la trivialité, du gain, de l'avoir, etc. Bon, c'était la période Barrès, Nietzsche, toute cette apologie de je vaux mieux que ce que je vis. Bien sûr, sans aller. C'est une démarche existentielle qui est importante. Oui, c'est un début, c'est un moment c'est un moment du devenir. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas encore à cerner toutes les déterminations, donc on est encore à... Et tous les déterminismes. Exactement, et donc on est encore en train de contempler son nombril en se disant qu'il mériterait bien d'être le centre du monde, mais voilà, donc j'en étais à cette période-là, et c'est pour ça que cette trilogie m'a marqué. Ensuite, Un homme libre, Le jardin de Bérénice, c'est ça la trilogie de Barrès. Et quand je commence moi à réfléchir ensuite sur ces fameuses déterminations-là, et toute cette trivialité, et puis tout cet ennui qu'on en ressent, etc., j'en arrive à vouloir synthétiser ce fameux culte de l'interdit d'interdire. Le slogan de 68. Voilà, c'est-à-dire à partir justement, oui, qui a été porté au nu. Qui a culminé en 68. Qui a culminé en mai 68, oui. Et donc, j'essaye de faire cette analyse-là en tous les cas, et je décide d'intituler la trilogie Le culte du ça, c'est-à-dire le culte de la pulsion. Puisque aujourd'hui, ce qu'on nous vend, c'est que la liberté réside dans le libre assouvissement de la pulsion, et que l'oppression, l'aliénation signifie le surmoi. Et donc, il faut dépouiller le surmoi, il faut dépouiller toute valeur morale qui est nécessairement caricaturée en archaïsme patriarcal, obscurantiste, etc., en vue de se réaliser dans la liberté jouissive, etc. Alors bon, on va vous taxer de moralisateur. Ben oui, mais justement, d'ailleurs, comme un de mes personnages le dit dans le premier roman, sitôt que vous essayez de dire oui, d'accord, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Épargnez-nous la morale, épargnez-nous. Vous parlez de Nadir. Oui, Nadir part justement dans cette diatribe-là, qui, dans une certaine mesure, est un petit peu la mienne sur ce. Et donc, voilà, j'essaie de réfléchir sur ça, sur cette diabolisation du surmoi, et je potasse beaucoup de lectures en parallèle, et tout à coup, en plein dans cette réflexion, je découvre Michel Clouscar. Le capitalisme de la séduction, Métamorphose de la glace, etc. Et il a cette phrase magnifique où il dit tout est permis mais rien n'est possible. Et donc dans le moment même où on est en train de nous vendre la liberté absolue, voilà, dans le système économique dans lequel on se retrouve, rien n'est possible. Et on se retrouve et en fait, qu'est-ce qui nous reste? C'est les ersatz, la marchandise. Oui, la liberté sexuelle, machin et tout, mais au fond, qu'est-ce qui nous reste si on n'a pas au moins où abriter ses amours, puisque nous ne sommes pas encore à faire comme les chats? Donc, qu'est-ce qui nous reste? C'est la pornographie. Et on se retrouve avec des ersatz. Et dans la consommation et dans le dogme marchand. Non, mais déjà, quelle consommation déjà? Parce que dans la consommation qui nous est servie, qui nous est vendue pour justement assouvir ces pulsions du ça dont vous parlez. Voilà, exactement. Et donc la liberté se retrouve réduite à l'acte d'acheter. Alors, on va commencer par le premier opus, Un empereur nommé Désir. Ça ne peut pas ne pas nous évoquer, même si on n'est pas très cinéphile, ce fameux film d'Elia Kazan, oui. Un tramway nommé Désir, une adaptation d'une pièce théâtrale de Tennessee Williams. Pourquoi cette accointance avec Tennessee Williams ? En fait, comme la trilogie se structure sur trois volets,
Donc, le premier volet étant une critique de la propagande de masse, que sont les romans de gare. Alors là, vous les pourfendez, les romans de gare, mais vous y allez, mais au burin, je sais pas quoi. Non, mais ce n'est pas tant, le roman de gare proprement dit. Parce que justement, ce qui est intéressant, Jawad Rostom Touati, c'est que selon vous, le roman de gare qui nous est présenté comme une espèce de littérature insignifiante, anodine, etc., eh bien, selon vous, elle sous-tend une idéologie vraiment dangereuse et clivante de l'individu. Oui, ce sont des manuels de propagande, mais qui sont ensuite recouverts de guimauve. Et ça passe, comme tous les adjuvants, ça passe. C'est le but. Et on pourrait citer une pléthore d'exemples, mais peut-être que le temps ne le permettrait pas. Mais voilà, et donc moi quand je remarque ça, et en même temps je suis sur cette réflexion de l'impérialisme du désir, donc d'où un empereur nommé Désir, et en même temps je me rappelle que sur cette manipulation des signes, Elia Kazan fait un énorme travail de manipulation par les signes, et là encore, ça serait long à décortiquer, mais en gros, ma réflexion, c'est que dans cette propagande de masse-là, il y a ces romans de gare qui contiennent des signes sous-jacents, qui sont parfois visibles, qui crèvent les yeux, parfois c'est même pas subtil, et qui parfois le sont un peu moins. Et donc, comme on le retrouve cette fois-ci de manière subtile chez Elia Kazan, donc je décide d'intituler le roman Un empereur nommé Désir comme clin d'œil à ce genre de procédé, et en même temps comme clin d'œil à Michel Clouscar qui avait écrit Impérialisme, néofascisme et idéologie du désir. Alors qu'est-ce qu'ils nous vendent ces romans de gare, cette littérature de gare? Qu'est-ce qu'elle veut nous refiler, nous fourguer, passez-moi la trivialité? Toute l'imago, c'est-à-dire toutes les représentations mentales de l'impérialisme, du néocolonialisme, de la domination occidentale. On a des romans qui se situent en Afrique où on montre que l'Africain est totalement dénué de surmoi, que c'est quelqu'un qui passe du meurtre à l'humour et à la plaisanterie, comme on passe du thé au café. Et avec en parallèle un Européen qui, lui, lorsqu'il tue... des cas de conscience. En légitime défense, on fait toute une maladie. C'est-à-dire, et ça dure des pages et des pages. Oui, c'est sur une pléthore de pages. On a des romans qui se situent dans l'Algérie coloniale, où on nous montre en fait que c'était beau, qu'il y avait des histoires d'amour, et l'exception est érigée en règle. Là, vous visez Yasmina Khadala, carrément. Oui, par exemple. Ce qui est marrant, c'est que vous rangez un opus qui a été plébiscité, qui a été consacré, sanctuarisé, j'ai envie de dire, en l'occurrence ce que le jour doit à la nuit, vous le rangez parmi cette catégorie de littérature de gare. Oui, absolument. Véhicule d'idéologie, quoi. Il y a vraiment un passage qui est emblématique, c'est que lorsque Younes, l'un des personnages, va plaider la cause de Djelloul qui a été matraqué par le colon. Donc il va plaider la cause et le colon se tient sur son domaine, il surplombe. Un dieu contemplant, je cite, un dieu contemplant sa création n'aurait pas été plus majestueux, à peu près. Et il fait tout un plaidoyer qu'on aurait pu résumer dans le mythe de Terra Nullius, c'est-à-dire que quand les colons sont venus, c'était une terre vierge. Or, c'est tout un plaidoyer avec force image, etc. Et à quoi va répondre Younes, ou comment va répondre Younes? Non pas en démontant, en réfutant ce mythe, en rappelant tout simplement la politique de la terre brûlée. Si c'était une terre vierge, qu'aviez-vous donc à brûler? Mais en le confirmant, et donc on lui dit, oui, mais moi, mon ancêtre, il n'avait pas besoin de tout ça, il était content avec son petit bâton, son âne, etc. Et donc face au mythe de Terra Nullius, il répond avec le mythe du bon sauvage, qui ne le contredit pas du tout, mais au contraire le confirme, les deux étant subsumés par le mythe de la mission civilisatrice. On est plongé là dans un complexe néocolonial ou dans un besoin de répondre à des stéréotypes et des codes érigés comme universels? Déjà, on est dans le complexe du colonisé, puisque on adopte la vision du dominant envers le dominé. Une fois qu'on l'intériorise, nous-mêmes dominés, on commence à se regarder avec les yeux du dominant. Fanon l'a magistralement développé dans Peau noire, masque blanc. Après, c'est une détermination, c'est-à-dire qu'on n'a vraiment pas besoin de vous imposer un canevas pour être dans ce genre de représentation. Si par ailleurs on vous encourage et qu'on fait votre promotion, etc., là on a mis le plus ou moins consciemment, vous commencez à comprendre que vous tenez le bon filon. Et donc après vous enfilez ça au kilomètre, c'est-à-dire
ça devient votre fonds de commerce, avec des variantes selon tel ou tel auteur. Le dogme marchand, le capitalisme effréné, l'ultralibéralisme ambiant, la marchandisation des valeurs, tout autant de choses que vous récusez et dont vous trouvez l'origine, entre autres, dans la littérature, au sein de cette littérature de gare. Parlez-nous de ce réquisitoire que vous faites à ce genre de littérature, et pas que littérature, parce que il y passe la publicité, comme le cinéma, comme voilà le mode de communication, etc. Parlez-nous de cette vision que vous avez par rapport à cette universalisation des concepts et des codes dans lesquels on est empêtré aujourd'hui. En fait, déjà, c'est-à-dire que ce que vous avez décrit là ne trouve pas son origine dans la littérature. C'est cette littérature qui en est la conséquence. Complètement, bien sûr. Elle puisque, en est le véhicule d'une certaine manière. Et qui, en étant la conséquence, cherche à la perpétuer. Ouais. Et cherche à produire ses mythes, ou du moins à les pérenniser. Et donc, les idées dominantes d'une époque étant ceux de la classe dominante et étant ceux des pays dominants, on se retrouve avec une littérature dominante qui reproduit tous ces lieux communs. D'où le fait que je cherche à chaque fois dans mes romans à faire la jonction avec le monde du travail et de montrer comment ces jeunes qui non seulement qui baignent dans cette idéologie, qui sont bombardés par cette idéologie-là, ils sont d'autant plus sensibles que au quotidien ils sont frustrés par des métiers qui ne sont pas valorisants. Et donc ils cherchent à s'évader d'une vie qui n'est pas valorisante. C'est-à-dire un gars qui va potasser pendant 4-5 ans, un ingénieur qui se retrouve marketeur dans un showroom, pour son estime de soi, je suis pas sûr que c'est l'idéal. Et ensuite il sort dehors et il réussit à s'offrir une voiture, et puis tous les jours, et à chaque fois qu'il se gare sur un trottoir, il y a un parkinger qui vient le taxer, et qui se fait en une journée ce qu'il se fait lui en une semaine. C'est toujours pas très bien pour son estime de soi. Puis au fur et à mesure, il va emmagasiner toute une frustration qui va devenir une rage, qui va devenir un mécontentement constant. C'est-à-dire qu'il va se détacher de son objet et devenir un état d'esprit. Et à ce moment-là, il n'aura plus qu'une idée, c'est de foutre le camp. Excusez-moi du terme. Et d'une part. D'autre part, il n'aura plus qu'un seul coupable sous les yeux, c'est sa société, son peuple, son histoire, son état. Tout est confondu pêle-mêle. Et il perd ce que Joseph Goebbels appelait l'intuition du divers. Il n'arrive plus à avoir la diversité des déterminations. Il n'arrive plus à voir tout ce qu'il y a de positif autour de lui, avec tout le négatif qu'il y a. Je suis le premier à le constater. Et à ce moment-là, il est emmuré. Exactement. Il voit tout en noir. Il voit tout en noir. Et à ce moment-là, il est disponible pour tout et les manipulations quoi. Possibles. Il est disponible. S'il a un petit peu de talent littéraire, il est disponible pour ce genre de littérature, pour en devenir le producteur. Un doxosophe. Il devient tout à fait un doxosophe, tel que les a appelés Bourdieu. Il peut être disponible pour les ONG. On l'a vu récemment. Ben oui, il peut être disponible pour ça. Il peut être disponible pour la Harga. Et donc lui qui est un ingénieur va accepter de faire 14 heures d'usine à l'étranger, alors qu'ici, il est dans un showroom, c'est clair, mais au moins s'il engage la lutte, il peut essayer de changer les choses, au lieu de foutre le camp et de se retrouver à faire 14 heures par jour et au noir, etc. Donc il est disponible pour tout et n'importe quoi. Et cette rage-là, bien sûr, c'est une ingénierie sociale qui est ensuite canalisée vers des projets d'aggravation. Et il devient le premier outil de l'aggravation de ses propres conditions. Parce que c'est le cercle vicieux. C'est un cercle vicieux qui, à chaque fois, pousse vers le pourrissement, avec bien sûr les doxosophes, etc. Il y a bien sûr quelques adjuvants, comme vous disiez. Non, il y a des minorités qui trouvent leur compte, qui sont sélectionnés comme ça. Est-ce qu'ils sont mais comme disait Fanon, il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. D'une part, et est-ce qu'ils mènent une vie réellement plénifiante, réellement... La névrose, après, les force à chaque fois à ressasser le discours de vous n'êtes pas... À ressolliciter... Bien sûr, et à chaque fois essayer de se justifier. Bien sûr. De justifier ce choix-là, cette détermination, en tout cas. Alors, si on revient à ce personnage principal du roman dont nous avons évoqué le nom, Nadir,
personnage principal d'un empereur nommé Désir. Comment pouvez-vous nous le présenter, ce Nadir? Très singulier, lui également. Ah, pas tant que ça. C'est un jeune Algérien qui a fini ses études, qui est plutôt cultivé, qui est passionné de littérature, et qui travaille dans le tertiaire, encore une fois. Puisque ça a été mon domaine ça a été mon parcours professionnel, donc j'ai fait plusieurs entreprises et j'ai pu voir à peu près ce qui s'y passait. Et il a la chance que ses parents aient assez épargné pour s'acheter une petite maison en périphérie. D'accord. Et donc on lui laisse l'appartement. Et il y vit tout seul, et dar la serre. Et donc, voilà, et donc c'est un dragueur, il court les filles, etc. Et c'est une sorte de Madame Bovary au masculin. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est conformé à un idéal du moi, où il est au-dessus de la trivialité de la société, etc. Et donc, il a cette posture de rebelle, mais en même temps, plus il réfléchit, plus il observe, et plus il se rend compte que dans cette pseudo-rébellion, en fait, il est tout à fait conformiste. Dans une case. Oui, il est dans un rôle, tel que Van Eghem, d'ailleurs, en a très bien parlé. Et donc, il joue un rôle parmi tous les rôles que la société du spectacle a fabriqué. Il a imposé. Et donc, il est dans cette dialectique-là, d'être dans cet idéal du moi, mais qui se fissure de plus en plus et qu'il remet de plus en plus en question. Et l'une des crises qu'il va connaître, c'est qu'il va tomber amoureux. Et en tombant amoureux, va-t-il reproduire les mêmes schémas de libertinage, etc. Ou au contraire, va-t-il vivre l'amour pleinement et donc sortir des clichés du donjon à 2 balles. Voilà, c'est à peu près l'intrigue, mais qui en fait n'est qu'un prétexte pour justement peindre les transformations sociales et comment elles sont vécues notamment par la jeunesse. Ça sonne aussi, Jawed Rostom par une partie de la jeunesse. Oui, par une partie de la jeunesse. Ça sonne comme une espèce d'hymne à la liberté perdue. C'est votre récit. Une quête, en tout cas, d'unification à l'intérieur, une quête de liberté, d'affranchissement de toutes ces pressions auxquelles nous sommes en butte, dans lesquelles nous sommes plongés. Il y a une aspiration qui sourd à la lecture de ce récit, une aspiration à la liberté, une aspiration à être soi, au-delà de cet écartellement que vit votre personnage, Nadir. Exactement, vous avez employé le bon terme, à être soi, et donc à revenir, si je puis dire, à revenir tout simplement à réaliser l'idéal antique de connais-toi toi-même. Et pour cela, c'est-à-dire de prendre conscience de toutes les déterminations qui ont fait que je pense et que je sens et que je réfléchis de telle manière. Dans tout cela, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce qui me paraît valable et qu'est-ce qui me paraît transformé. Cela suppose un discernement, cela suppose, plus qu'un discernement, des outils de discernement. Absolument. Alors quels sont-ils aujourd'hui, quand on a affaire à une jeunesse comme la jeunesse algérienne, dispose-t-elle des outils, rudimentaires, ne serait-ce que rudimentaires, pour commencer à se mettre à ce travail nécessaire de discernement? Ce qui sert à la fois à l'isoler et aussi ce qui peut lui servir d'arme. C'est-à-dire Internet, les réseaux sociaux, ce qui sert à l'isolement et ce qui sert à l'atomisation sociale peut aussi servir, au contraire, de prétexte de rencontre. Il y a plein d'amis que je me suis fait sur Facebook et ce sont des amitiés très profondes, très solides, qui se sont traduites sur le réel et qui ont permis des débats, des discussions qui m'ont énormément enrichi, sur le plan humain, sur le plan intellectuel, sur tous les plans. De même que vous pouvez perdre votre temps avec des séries et des films, etc., vous pouvez aussi télécharger une pléthore d'ouvrages que votre bourse ne vous aurait pas permis. Voilà, donc ce qui est bien, c'est que le capital qui fournit construit ces prisons, nous donne aussi les moyens. Peuvent être nous donne aussi les moyens. Nous donne aussi les moyens de nous en évader. Donc il est un petit peu son propre fossoyeur dans cette logique. Et voilà, donc tout simplement, comme disait Hegel, il faut passer par le détour astreignant du concept. C'est-à-dire qu'on est dans l'immédiat, on est dans la sensibilité immédiate. C'est ça notre sensibilité immédiate en ce moment. Etc. Si on fait l'astreignant effort de faire le détour du concept, à ce moment-là, on va se rendre compte que ce n'est pas aussi simple. Pour faire cet effort-là, certes, il faut déjà lire, etc. Mais ça ne suffit pas, ça aussi.
il faut retrouver la faculté de rencontre. Là encore, j'emprunte à Gabel. C'est-à-dire, il faut se fréquenter, il faut débattre. On a vu ça les premiers jours du Hirak avant la polarisation. Ensuite, le débat est mort et chacun a campé sur ses positions. Mais au départ, c'était un magnifique brassage et on a retrouvé la faculté de rencontre. Et donc, je discute avec celui qui a un autre point de vue, qui va me montrer un autre angle, etc. Et c'est ce qui me sort de mes déterminations, c'est ce qui me sort de tunnel vision, comme disent. C'est ce qui me sort de la vision du tunnel. Voilà. Ça veut dire que tout est là, tout est à notre disposition. Encore faudrait-il qu'il y ait ce kairos, ce moment favorable permettant justement aux uns et aux autres de se saisir de ces outils qui sont à notre disposition. Quid de l'école qui peut canaliser, qui peut accompagner, qui peut aider à ce travail d'éveil à soi, à ce travail d'éveil aux autres, d'éveil aux autres sains, j'entends. Quid de l'école? Comment se situe-t-elle selon votre propre expérience et d'après votre regard aujourd'hui adulte sur la question? Non, c'est vrai qu'il y a un discours qui est très très redondant. Galvaudé. Oui, enfin galvaudé puis aussi redondant sur l'école. Moi, j'aimerais plutôt qu'on parle des enseignants plus que de l'école, puisque l'école, bon, c'est une institution. Mais ce qui fait son contenu, c'est la société qui fait l'école et pas l'inverse. Donc ce fantasme de transformer l'école en usine à société idéale, faudrait peut-être y réfléchir un peu. Mais moi, elle peut être pourvoyeuse d'idéologie également. Certes. Voilà. En tout cas, elle peut en être la reproductrice. Voilà. Mais penser que l'école va changer quelque chose alors que dans les rapports de production rien ne change, c'est un peu être dans le fantasme. Mais moi, ce que je trouve saisissant, c'est au contraire de parler des enseignants, parce que dans tout mon parcours, vous en êtes, vous êtes prof. Oui, ouais. Et je dis pas ça pour moi, oui, mais de tout, c'est-à-dire du primaire. C'est dire que vous êtes bien placé pour en parler. Non, du primaire jusqu'au lycée, à l'université hélas non. Mais du primaire jusqu'au lycée, j'ai connu énormément d'enseignants qui m'ont énormément influencé, qui m'ont positivement, très très positivement, et qui ont représenté ce qu'il y avait de positif dans le pays. Et donc à chaque fois que vous avez fait l'école publique algérienne. Tout à fait, y compris l'université, etc. Pour être clair. L'université, c'est de ma faute si j'ai pas connu de bons enseignants, parce que j'étais un peu cancre. Bon, enfin non, vous n'étiez pas dans votre voie. Un petit peu, et puis voilà. Pas pour déculpabiliser, mais oui, et puis non, c'est-à-dire que très rapidement, je me suis plus, j'ai plus compté sur mes propres efforts de lecture que sur les conférences, tout simplement. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a énormément d'enseignants qui m'ont marqué dans mon parcours, et c'est eux qui à chaque fois s'interposaient avec le réflexe pavlovien de ce pays est bon à rien. Si ce pays est bon à rien, d'où sortent-ils? Et donc, comment ont-ils fait tout ce qu'ils ont fait pour m'encourager? Comment ont-ils eu tout l'impact qu'ils ont eu, etc. Et donc, voilà, ils ont été aussi des modèles pour moi qui m'ont empêché de chercher d'autres modèles et d'autres modèles fantasmatiques ailleurs. Le Grand Témoin, jusqu'à 23h avec Taoufik Menjli sur Alger, chaîne 3. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place aujourd'hui pour sortir de ce fatalisme, de ce défaitisme dans lequel c'est un grand chantier. Oui, mais en même temps, en tant que penseur, parce que vous pensez plus que vous n'écrivez, j'ai envie de dire, à lire vos deux ouvrages. Qu'est-ce qu'il y a lieu de mettre en place pour vivifier et donner de la densité à cet espoir qui est bien là, qui est quasiment de l'ordre du palpable, du tangible, mais qu'on n'arrive pas à capitaliser? Déjà de retrouver les voies d'une vision autocentrée, d'un développement autocentré, même si ce mot-là, je parle peut de prêter à de développement, je veux dire. Oui, c'est ça. En tout cas, déjà d'une économie autocentrée, c'est-à-dire que nous devons commencer à réfléchir à partir de nos besoins, de nos visions, de nos spécificités, de nos compétences, et non pas à partir de ce qui nous est imposé à partir de besoins qui ne sont pas les nôtres. Voilà. À ce moment-là, nos ingénieurs vont commencer à produire nos produits dans nos entreprises. Nos écrivains vont commencer à s'adresser à leurs compatriotes,
À ce moment-là, nos enseignants auront les salaires qu'ils méritent. Ils auront un droit de regard sur les programmes qui seront rédigés de telle manière à produire les élites qui eux aussi prendront en charge cette économie à laquelle je reviens, etc. Voilà. Le cercle vertueux. Voilà. Au lieu du cercle vicieux. Exactement. Jawed Rostom Touati, tout à l'heure à l'entame de l'entretien, je disais que le monde premier dans lequel vous avez baigné, l'économie en l'occurrence, du moins en termes de formation, et puis votre monde aujourd'hui n'est pas si inconciliable que cela. Je me permets aujourd'hui, enfin maintenant, de détailler. Force est de remarquer, à vous entendre, à vous lire, à lire vos positions, que vous êtes farouchement anticapitaliste et que vos principales lectures, vos principales sources d'inspiration vont aller chercher racines dans des milieux plutôt socialistes, même s'ils appartiennent au 19e ou des contemporains. Oui. Alors, Samir Amin, par exemple. Voilà. Donc vous êtes d'accord avec mon affirmation? Oui, mais c'est aussi une vision économique du monde que vous nous proposez. Oui, c'est une vision humaine déjà. Oui. Est-ce que réellement, est-ce qu'il est épanouissant de passer sa vie à reproduire la marchandise? Est-ce qu'il est épanouissant de non plus travailler pour satisfaire des besoins, mais de travailler pour une accumulation sans fin? Est-ce qu'il est épanouissant, est-ce qu'il est humain d'allouer les ressources d'un pays, d'une communauté, d'une société pour l'accumulation sans fin du profit au détriment même de la vie de ses habitants? Par exemple, je me rappelle d'Aminata Traoré, puisque je vais participer. Vous partez, ouais. Je profite pour faire un peu ma promo. Je pars au Mali pour la rentrée littéraire et je me rappelle d'Aminata Traoré qui disait, qui dénonçait la culture du soja au Mali. A-t-on besoin de soja au Mali? Oui, non, mais le marché extérieur, lui, en a besoin. Dans le moment où des Maliens meurent de faim, on cultive du soja pour le marché international. A-t-on besoin de fleurs au Kenya? Par exemple, etc., etc. Ils sont en train d'assécher toutes les nappes phréatiques du pays. Voilà. Ouais. Et donc, est-ce que ma vie doit être subordonnée au marché? Est-ce que nos vies doivent être subordonnées au marché? Qu'est-ce que c'est que ce marché déifié? Pourquoi les rapports sociaux, pourquoi le mouvement social, qui est le mouvement des hommes, prend le caractère de choses auxquelles ils doivent se soumettre au lieu de le contrôler? Qu'est-ce que c'est que ce marché qui dicte ces lois? Les lois du marché. Comme s'il y avait une entité qui existait, qui s'appelait marché et qui était divine et auquel il fallait s'assujettir. Et donc, c'est ça la réification. On nous cache que le dit marché, ce sont des rapports entre hommes. Venez qu'on examine ces rapports. Est-ce qu'ils ne pourraient pas être un peu plus épanouissants pour nous tous? Ou bien faudrait-il l'aliénation pour la majorité, la même aliénation pour une minorité, mais qui la ressent moins durement quand même, parce que sur un yacht entouré de potiches, c'est quand même moins pénible. Aujourd'hui, c'est justement cet état de fait, cette marchandisation des rapports, cet ultralibéralisme oppressant commence à montrer ses limites, y compris dans les pays qui ont vu sa naissance, tout à fait, les pays anglo-saxons, leur berceau, comme vous dites. Est-ce à dire qu'il faudrait aujourd'hui fédérer des forces et rechanter l'international et lever un nouveau front pour lutter contre ce grand Satan? Ou est-ce qu'il faudrait s'attarder sur sa propre personne, comme on le disait depuis l'entame, on l'a ressassé depuis l'entame de cet entretien, s'intéresser à sa propre personne, à sa propre construction? Ou est-ce qu'il faut mener de front les deux batailles? Sa propre personne, ça c'est le réflexe. D'ailleurs, c'est ce qui est. Ouais. C'est pour ça que la trilogie peut être lue séparément, mais elle ne peut être comprise que dans son ensemble, totalement, je veux dire. Nadir, c'est le moment du solipsisme, un petit peu, mais il commence à en sortir. Dans toute crise, la tentation du solipsisme est là, c'est-à-dire rien d'autre n'existe en dehors de moi. Et donc je suis là à m'examiner, etc., etc. Mais si je ne repars pas vers le monde extérieur, je ne sors pas du fantasme. C'est d'ailleurs sur ce fantasme-là qu'une énorme industrie littéraire que j'ai légèrement égratignée, mais à laquelle je consacre... Ça va venir crescendo, hein. Non, vous avez annoncé. Que j'ai légèrement égratigné. Non, même pas. C'est-à-dire là... Même pas dans misère de la littérature, non. Non, ça demande d'un essai à part. C'est sur l'énorme industrie, c'est le développement personnel.
oh là là, c'est-à-dire, tu changes ta vision du monde, c'est réglé. Là, encore une fois, vous abordez un créneau qui est, j'allais dire, l'un des... C'est la pensée magique, en fait. Complètement. L'un des porte-drapeaux ou porte-oriflammes de l'ultralibéralisme, cette question de développement personnel. Et Dieu seul sait qu'aujourd'hui, en Algérie, on découvre avec une espèce de fascination totalement aveugle et totalement aliénante ce miroir aux alouettes. Oui, mais qui n'a rien de nouveau, en fait. C'est-à-dire, cette tentation dans la crise de dire rien d'autre n'existe en dehors de moi, peut-être que l'un des exemples les plus célèbres, c'est Descartes. La révolution copernicienne, nos perceptions sont erronées. Que faire? Comment percevoir correctement? Je pars du postulat que rien n'existe en dehors de moi. Mais bon, après Descartes, il commence à avancer, il commence à dilater. Le développement personnel, c'est de vous dire non, tout est dans votre perception. Donc c'est de la pensée magique, c'est de l'idéologie. Voilà. C'est un réflexe qui est classique, mais autour duquel s'est construite toute une littérature qui vise non seulement à l'exploiter, mais en même temps à pérenniser ce qui a provoqué cette crise. Voilà. Mais ça, je pense qu'il faut y consacrer un ouvrage à part, et faire un gros travail de recherche. On met ça sous le coude, voilà, en sous espérant, le coude, exactement. Voilà, vous réinviter pour à la faveur de la parution de cet essai. Justement, j'ai dit pour prendre un autre ticket, en fait. Voilà. Je squatte. Non, mais vous êtes vraiment le bienvenu. Alors, Jawed Rostom Touati, deuxième opus, deuxième volet de cette trilogie. On est carrément dans la civilisation de l'ersatz. Alors quel titre? Oui. Quel titre? Oui. C'est un peu, voilà, quand on se met face à un titre comme ça et qu'on réalise qu'on est dans cette civilisation, on n'est pas très heureux, on n'est pas très fiers de nous, quoi. Mais si on regarde autour de soi, c'est un petit peu ça en fait. Nos rapports sociaux sont médiatisés par le virtuel. La sexualité, c'est soit la pornographie, soit quand bien même on est dans le rapport avec... Oui, attends, excusez-moi d'ouvrir une parenthèse. Ce que je trouve très courageux de votre part, c'est de parler crûment et sainement de la sexualité. Crûment, non. Enfin, crûment, je veux dire crûment, non, mais de façon sans embâche, sans détour. Voilà, oui. Voilà. Oui. Donc c'est cru, c'est cru, mais c'est sain. Mais c'est sain, c'est ça que j'entends. Sans complaisance, sans voyeurisme. Voilà, sans voyeurisme, sans vice. Ça, voilà. Et ça, c'est important. Bien au contraire. Bien au contraire. À la limite du psychanalyse. À la limite du psychanalytique. Voilà, oui. Alors, deuxième volet. Je vous laisse en parler. Voilà, en fait. Malia. Malia, c'est une jeune femme qui est veuve, qui a perdu son mari, qui travaillait dans une société italienne. Donc à Hassim Saoud, il est dans une base de vie. Bon, il rate la navette à cause d'un travail à finir. Il se fait tuer. Il se fait en fait agresser. Bon, le gars confond le mouchoir en papier avec portable et voilà. Il fracasse la tête et un mois après, il meurt du traumatisme. Non, plusieurs mois après, il meurt du traumatisme. Bon, l'entreprise la multinationale refuse de l'indemniser, donc Malia, qui était locatrice, se retrouve à la rue avec ses deux enfants. Je contente de lui donner quelques petits, du menu fretin. Voilà, un petit dédommagement, mais c'est de la charité, quoi, en guise de charité, c'est de l'aumône. Et donc Malia se retrouve à la rue, elle en appelle à la solidarité patriarcale. Donc elle en appelle à ses cousins, etc. On est dans nos schèmes, c'est comme ça. En principe, voilà. en principe. Ouais. Sauf que la solidarité patriarcale, apparemment, elle ne fonctionne que pour les droits. Pour les devoirs, faut repasser, voilà. Et elle ne trouvera finalement refuge que c'est chez sa tante. Voilà. Et donc, c'est sa tante qui va l'héberger à la fois par devoir et aussi par émotion parce qu'elle l'a bercée quand elle était petite. Et cette tante-là a un fils, c'est son neveu, et donc c'est le cousin de Farid. Voilà, Farid, qui lui est aux prises justement avec ses propres névroses. Voilà. Et pour conjurer ces névroses-là, il va violer sa cousine. Voilà. Et donc de fil en aiguille, à un moment donné, Farid va finalement décider d'affronter le monde, et il va quitter le domicile familial pour chercher du travail. Et ces péripéties vont l'emmener à la capitale. Parallèlement, Malia, qui est tombée enceinte, va elle aussi devoir quitter le domicile pour être prise en charge par une association.
Ce qui nous amène à la deuxième partie du roman. L'associatif, l'humanitaire, la manière d'accompagner la détresse. Oui, et l'ONGisation Ouais, de la solidarité. Ouais. Voilà. Qui est une marchandisation. Une marchandisation, Voilà, j'allais le tout dire. simplement, Voilà, tout simplement. ouais. Et donc, Malia est prise en charge par une association. On généralise pas. D'ailleurs, Oui, vous justement, faites bien la nuance, hein, en parlant de l'association et de celles qui gravitent autour. Fait parfaitement son travail. L'association fait parfaitement son travail. Cependant, il y a des opportunistes. Voilà, une militante qui gravite autour et donc qui va prendre connaissance du cas de Malia. Elle va vouloir le médiatiser, mais le cas n'est pas assez horrible à ses yeux. Une veuve qui se fait violer par un cousin, c'est pas assez horrible. Comment inspirer l'horreur absolue de cette société archaïque? Bon, ben on va broder un petit peu. Donc finalement, c'est pas une veuve, elle a été répudiée par un mari violent et une belle-mère tout aussi violente. Et puis les violeurs, c'est ses deux frères, les deux en fait. Et donc quand elle tombe enceinte, bon, on sait même pas qui est le père. Voilà. Et l'article se retrouve sous presse. Et c'est réellement un article que j'ai lu qui m'a inspiré ce roman. C'est ce fait divers qui vous a inspiré, voilà, reste. Tout à fait. Enfin, fait divers est allé sur double page. Hein. C'est-à-dire que vraiment, on lui a donné... On est là dans la culture spectacle, dans ce qu'elle recèle de plus maléfique, de plus... Non, on est là surtout aussi déstructurant. Déjà, et puis surtout dans le matraquage selon lequel nous serions le berceau de ce qu'on a appelé la rape culture, la culture du viol. Voilà. Et donc, c'est d'ailleurs pour l'anecdote, le fait divers date de quelques années. Et puis, il n'y a pas si longtemps, je retrouve à peu près le même fait divers, à peu près la même histoire. Donc, je me dis, c'est quoi? C'est un recyclage qu'on fait. Donc, bien sûr, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. C'est les réseaux sociaux, c'est tout un matraquage. Je ne dis pas que le viol n'existe pas, il n'y a pas de problème, hein, mais je ne vois pas où est la spécificité algérienne ou tiers-mondiste dans ce cas-là. Et est-ce qu'on peut tout de suite sauter à la conclusion d'une culture du viol? Ça se discute. Ça se discute, mais ça se discute sereinement et lucidement, pas à travers ce matraquage-là. Jawed Rostom Touati, comment ont été reçus vos deux premiers volets de cette trilogie? Bon, on sait pour le premier, Un empereur nommé Désir, qu'il a été consacré comme par le prix Ali Marachi, deuxième prix, récolté en 2016. Mais au-delà des gratifications de cet ordre-là, comment a été reçu? Vous avez présenté vos livres, vos deux livres à de multiples reprises. La dernière en date, je crois que c'était à l'Agora, chez notre ami Mziani. Tout à fait. Abdel Hakim, qu'on salue au passage. Comment avez-vous senti la réceptivité du public, la réaction, etc. Parce que c'est quand même une littérature assez singulière dans le paysage littéraire algérien. Ça a été une réception assez enthousiaste. Enfin, en tous les cas, en général, déjà, ceux qui vous donnent un feedback, c'est qu'il est enthousiaste. Hein. Ceux qui n'ont pas aimé... on sait pas dire non. On sait pas dire les mauvaises choses. C'est que, on se les garde pour soi. Ouais. On va pas interpeller un auteur pour dire, écoute, c'est culturel. Dis pas, j'ai lâché l'affaire parce que tu m'as... Voilà. Et c'est vrai que voilà, il y a eu cette... On m'a dit aussi que c'était assez atypique, bon, je sais pas, mais en tous les cas, je pense que ce qu'on a le plus peut-être apprécié, c'est cette perspective, mise en perspective. Voilà, et cette tentative d'approfondissement des choses, qui peut-être a agréablement changé des poncifs. Des poncifs, c'est exactement le terme. Vraiment, de poncifs. Et permettez-moi d'ajouter cette lecture intelligente que vous faites, de la vie telle qu'elle va, non seulement ici en Algérie, mais dans le monde entier, parce que nous restons, à voguer sur un même navire. Quid de cette fameuse misère annoncée de la littérature? En fait, comme la trilogie s'articule autour de la charnière qui est la civilisation de l'Erzat, c'est le roman à dimension sociale pure. Voilà. Et autour, vous avez une critique de la propagande de masse que sont les romans de gare, et puis vous avez les niches au sens du marketing, c'est-à-dire vous avez
des auteurs qui sont peut-être un peu moins accessibles, mais qui ont le même rôle idéologique. Et donc, c'est ceux-là qui seront visés par misère de la littérature. Voilà. Pour dire que derrière toute cette grandiloquence et cette prétention à produire du sens. Mais vous en produisez paradoxalement, vous aussi, vous en produisez. J'espère, mais j'espère. Donc faut pas. Non, mais j'avais entendu une ineptie. J'avais entendu une ineptie du genre. C'est quand on cherche à produire du sens qu'on débouche sur l'absurde, alors que quand on part de l'absurde, on produit du sens. On est en plein sophisme, là. Dire qu'il y a des gens qui sont gargarisés. Mais bon, voilà, non, donc. Mais c'est vrai. Oui, c'est vrai, et ça, dès qu'on comprend pas quelque chose, en fait, on est dans le solipsisme. Il y a le pendant dans l'art contemporain, hein, c'est un peu du même, oui. Oui, d'une part, dès qu'on comprend plus quelque chose, on revient au solipsisme, et donc dire que rien d'autre n'existe en dehors de moi, ou dire que ce que je ne comprends pas est absurde, c'est exactement la même chose. Et donc un gars comme Camus, qu'on nous a transformé en génie, c'est le narcissisme moderne tel que Christopher Lasch le décrit dans Culture du narcissisme, avec cette ataraxie, cette impossibilité de faire le deuil. Si on lit l'étranger à travers cette grille, tout devient plus clair, y compris pour la chute d'ailleurs. Pour la peste, je sais pas. Faut déjà réussir à le finir. Je vous réinviterai très volontiers. Voilà. Très curieux de débattre avec vous de Camus. Voilà. Très curieux. Avec plaisir. Sous la lumière de Christopher Lasch. Voilà. Ça serait très intéressant. Non, vous allez pas vous cacher derrière lui, hein. Vous allez... Pas que, je peux aussi me cacher derrière Freud, Klein, beaucoup d'auteurs. Mais je me cache pas, j'assume. Alors, l'annonce de la publication, donc imminente, de ce 3e volet. Enfin, imminente, non, pas tant que ça. Tout dépend de mes obligations professionnelles, etc. Et, j'essaie d'avancer dessus. C'est écrit à peu près aux 2/3. Mais après, peut-être à la faveur du prochain salon du livre. Probablement. Ouais. Toujours est-il qu'il faut que je le finisse, que je l'oublie pendant un mois, que je le recorrige avec un œil neuf, et ensuite c'est bon pour. Jawed Rostom Touati, en guise de conclusion à cet entretien pour lequel je vous remercie d'ailleurs, peut-être solliciter, on l'a un peu fait, mais pas de façon, très claire, solliciter votre regard sur le Hirak. Vous avez parlé de polarisation, de plusieurs phases qu'il a vécues. Autant vous vous êtes enthousiasmé pour les premiers jours de ce Hirak, autant aujourd'hui vous en déplorez un peu l'abstraction. Bon, je vous laisse continuer. Abstraction carrément. Ouais. Oui, c'est-à-dire que en fait, ça a été une grande communion populaire. Ça a été un grand mouvement populaire, salvateur, mais qui, lorsqu'il a réalisé ses premières victoires, s'est scindé en plusieurs courants, puisque chacun voulait faire de cette victoire-là, voulait faire servir cette victoire-là à ses intérêts, sa vision, etc. C'est-à-dire que le peuple a réalisé ce qu'il a pu réaliser, puis une fois qu'il a réalisé sa mission en tant que peuple, il a cédé la place aux classes. Ceux qui avaient intérêt à masquer cette vision-là, afin de continuer à fédérer le maximum autour de leur projet de classe, ont tout fait pour masquer cette vision. Ont tout fait pour masquer cette diversité, mais ils n'y sont pas parvenus puisque ça a débouché tout simplement sur la polarisation, avec des invectives mutuelles de traîtrise, etc. Voilà. Donc, pour faire très très bref, parce que c'est un long devenir, 1 an quand même. Donc, mais pour faire très très bref, moi, ce qui m'importe aujourd'hui, parce qu'il faut se projeter vers l'avenir, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de comprendre une chose essentielle. Ce qui nous a fait défaut jusqu'à présent, c'est cette conception paternaliste du pouvoir. C'est-à-dire le pouvoir, c'est censé être le bon papa. Et donc, si n'est pas un bon papa, on le vire et on met le bon papa à sa place. Alors, on est dans l'infantilisation totale. Non, justement. C'est-à-dire, on va dire oui, mais par exemple, ceux qui ont soutenu les élections, voilà, regardez maintenant ce qui se passe. On soutient les élections pour maintenir la pérennité de l'État et de ses institutions, pas pour X ou Y. D'accord ? Et X ou Y n'est pas un prophète. Donc, nous avons besoin d'un État assis fonctionnel afin de mener, nous, en tant que peuple, en tant que parti, association, tout ce que vous voulez, nos luttes en vue d'améliorer les choses. Et donc, il faut sortir de ce paternalisme
qui consiste à regarder les choses. Si le pouvoir fait bien les choses, bravo papa, merci. Si le pouvoir fait mal les choses, tu as trahi l'image du père, on t'éjecte. Non, à la rigueur, c'est même notre employé. C'est notre employé. Nous sommes les employeurs de ce. Il faut faire en sorte donc de rédiger le contrat. Rédigeons nous-mêmes le contrat, reprenons les choses en main. Et cela, ça se fait à travers l'organisation. Vous comptez, me semble-t-il, selon certaines indiscrétions, dédier là encore une fois un essai à cet événement. Non pas un essai, mais un roman. Oui. Un roman. Oui, qui sera vu à partir, qui sera divisé en 3 parties. L'avant Hirak. La première partie, celle de l'égrégore, c'est-à-dire celle de la communion populaire, oui. Et la 3e partie qui est celle de la polarisation et de la fissure. Voilà. Ben écoutez, que vous souhaitez, si ce n'est déjà un bon vent pour Bamako, que Merci. Vous allez rejoindre pour être l'un des acteurs du Salon du Livre local, et puis bonne continuation pour cette production littéraire dont vous nous gratifiez. Jawed Rostom Touati, un grand merci en tout cas. Merci à vous, ce fut un immense plaisir. L'immense plaisir est très amplement partagé. Merci. Chers amis auditeurs, je vous espère une bonne fin de soirée en compagnie des autres programmes de la chaîne 3. Quant à moi, je vous espère une bonne nuit et vous promets de vous retrouver en compagnie d'un autre invité, un autre univers à découvrir. D'ici là, portez-vous bien. Un grand merci à Jawida Zekad qui réalise fidèlement cette émission. Yo soy Angelino, siguiendo su destino, cantando en su camino, cantando libertad. أنا جزائري يا أرض الأحرار، من داي جيتك جوال نحكي على الحال تبدل الأحوال، جيتك نحكي على السلم في كل قطار، واش اللي صار في الدارفور وكابول غزة وبغداد، سلام نقول سلام عليكم، سلام عليكم ناس الحضار، سلام عليكم، سلام عليكم ناس الحضار، سلام عليكم، سلام 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 Me gusta cantar, el ritmo de la música me hace soñar, me hace volar, me hace viajar hasta el cielo infinito, lo quiero declarar. أنا جزائري يا أرض الأحرار، في بلاد الأحرار والشمس تبان من صد البيبان، وشي اللي كان محكي في القطار ما نساو الرجال، حرية بالنار وحياة الكفاح والسلم في البصار. أنا جزائري يا أرض الأحرار، سلام عليكم ناس الحضار، سلام عليكم.